La guerre entre la Russie et l'Ukraine a repris de la plus belle des manières. C'est comme si on était au tout début. Mais cette fois-ci, la tendance est vraiment inversée. L'Ukraine et l'OTAN sont déterminés à en découdre avec la Fédération de Russie. Toute la nuit d'hier, la porte d'entrée de la Crimée qui a été annexée en 2014 par la Russie, a fait l'objet de bombardements massifs. Massifs, je vous le dis. Pendant ce temps, nous apprenons que la Russie a aussi frappé la région de Kiev. Nous y reviendrons. Mais l'ampleur des frappes ukrainiennes sur la Crimée est très grande. Selon l'information, l'Ukraine poursuit l'intensification de sa campagne de frappe en profondeur contre le territoire russe. Il faut rappeler que ce sont... Mesdames et messieurs, l'Ukraine a vécu une nuit d'enfer, de pluie de missiles et de drones russes. Après cette alerte qui a été déclarée par le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky en ces dernières 24 heures. Alors, les hommes de Vladimir Poutine, les hommes du Kremlin sont passés à l'acte. Ils ont labouré mais proprement l'ensemble du territoire de Volodymyr Zelensky. Un labourage inédit. Des multiples infrastructures militaires sont totalement allées en fumée. Des dépôts de munitions, de drones, des sites de fabrication d'armes et plusieurs d'autres types de logistique ont été quasiment détruites sur le territoire ukrainien. Il ne s'agit pas d'une pluie quelconque ou bien exagérée, non. Il s'agit d'une attaque ciblée. La toute première réaction de la Russie vient de tomber après cette attaque record de drones contre la capitale russe, Moscou. Vous n'êtes pas sans le savoir que plus de 700 drones ont été déversés sur plusieurs régions russes, mais notamment la capitale russe a été visée. La capitale russe, Moscou, a été visée. Une raffinerie, pas des moindres, très importante, a été frappée proprement. Alors finalement, la tension monte brutalement entre Moscou et Kiev. Il faut dire qu'il y avait eu vraiment un temps de relâche, un temps de pause. Mais cette fois-ci, nous sommes à un autre level. Alors, quelques heures après, l'une des plus importantes attaques de drones ukrainiennes contre Moscou, c'est le ministre des Affaires étrangères, le puissant ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui est sorti du silence. Et il a dit ceci. Selon lui, la Russie mènera des frappes massives contre des cibles des forces armées ukrainiennes. La mission fixée par Vladimir Poutine est en train d'être accomplie. De simples mots en réponse aux actions de Kiev ne suffisent pas. Dames et messieurs, selon le média américain Reuters et d'autres sources, le président sud-coréen a déclaré que le président américain Donald Trump lui aurait confié que le moment était venu de se pencher sur le programme nucléaire et balistique de la Corée du Nord. Nous parlons de la Corée du Nord de Kim Jong-un. C'est-à-dire ce monsieur, de toute sa vie, tout son rêve a toujours été de voir un jour Washington et les Occidentaux tenter de toucher, même à une seule virgule de ses capacités militaires, même le vent qui passe sur son territoire, qui s'ouvre au-dessus de son territoire. On l'écoute. Les Européens ne sont pas des médiateurs. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine. Nous lui apportons de l'aide, du soutien, nous avons sanctionné la Russie. Notre priorité, c'est l'aide militaire à l'Ukraine et le soutien. C'est le soutien à sa politique énergétique pour l'hiver prochain. C'est l'accroissement de la pression sur la Russie et notre disponibilité à recevoir un message de la Russie si elle était prête à négocier sérieusement. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Le jour où il y aura des négociations, les Européens devront être autour de la table. Parce qu'il en va des intérêts de l'Europe qui partie liée avec ce qui se joue en Ukraine, par l'aide que nous avons apportée, par la question de l'élargissement qui concerne les Européens, par aussi les soutiens financiers et les prêts que nous avons pu faire dans le règlement financier de celui-ci. Et donc c'est à la Russie, à qui beaucoup d'offres ont été faites ces derniers mois, de dire quand elle sera prête à négocier. Et la négociation, elle se tiendra d'abord entre la Russie et l'Ukraine. Le début de la riposte. L'Ukraine a été massivement bombardée par la Russie. Le système de défense anti-aérienne Patriot a tenté d'intercepter les missiles russes, mais plusieurs d'entre eux ont atteint leur cible, détruisant au passage certaines installations de défense. Les missiles balistiques, de croisière et anti-radar ont touché l'ensemble du territoire ukrainien, y compris la capitale Kiev, causant de lourds dégâts aux infrastructures militaires et stratégiques. La Russie est passée aux choses de très sérieuses sur l'ensemble du territoire ukrainien. Dans cette nuit, du vendredi à samedi, ça court de tous les sens, ça pleure. Moscou a déversé près de 900 attaques. Près de 900 frappes sur la région de Zaporizhzhia. Et de ce quoi, ce n'est pas tout.
La Russie a frappé l'Ukraine avec près de 100 drones, encore sur l'ensemble du territoire. Près de 100 drones qui n'ont rien à y voir avec les 900 attaques qu'ils ont menées dans la région de Zaporizhzhia. Des repos éternels sont signalés. L'Ukraine pleure. Il y a des morts. Poutine est trop patient. Voici pourquoi les Russes vont regretter Evgeny Prigojine. Écoutez bien cette humiliation. C'est une humiliation de voir que cette vague de drones ait frappé Moscou, d'autant que c'est accompagné d'un message de Zelensky qui dit aux Russes la guerre que nous portons sur votre territoire désormais, que nous avons la capacité de porter sur votre territoire, elle est due à un seul homme, Poutine. Ça n'est pas contre vous, mais c'est contre lui et ça peut effectivement... Quand la Russie va frapper, ça sera les pleurs de partout. Écoutez ça, hein. Écoutez. Il voulait faire tomber l'Ukraine en 3 jours. Et nous sommes 4 ans plus tard, il échoue sur le front, il perd du terrain sur le front, il perd 35 000 hommes par mois sur le front, et vous le voyez, l'Ukraine est en train de gagner la guerre des drones. Vous voyez la spectaculaire attaque qui a été conduite par les drones ukrainiens jusqu'à Moscou. Dites à monsieur Barrot, Jean-Noël Barrot, qu'il faut continuer. Moscou répond fermement à Kiev, la famille. L'heure est très grave. Après les attaques des drones qu'a lancé Kiev sur le sol Moscou, sur le sol russe, la Russie n'a pas tardé à donner sa réponse. La Russie n'a pas tardé à riposter. Vladimir Poutine a riposté de manière très ferme et très inquiétante. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les faits et on va décortiquer ensemble où va cette guerre. Cette nuit, Moscou a brûlé. Et ce n'est pas une image de propagande, ni un montage, ni une rumeur de plus sur les réseaux. C'est une réalité filmée, vue depuis des kilomètres, vue depuis les fenêtres des immeubles de la capitale russe. Un nuage de fumée noire s'élève au-dessus de l'une des plus grandes raffineries du pays. Et la question que tout le monde se pose ce matin est terrible. La Russie a-t-elle perdu le contrôle de son propre ciel ? Pendant que les images circulaient sur les chaînes Telegram, pendant que les habitants de la banlieue moscovite filmaient avec leur téléphone cette colonne de fumée qui montait dans le ciel, à quelques centaines de kilomètres de là, Vladimir Poutine recevait tranquillement des chefs d'État asiatiques pour un sommet international. L'image est presque surréaliste. D'un côté, un président qui sourit, qui serre des mains, qui joue les hôtes diplomatiques. De l'autre, sa capitale qui encaisse l'une des attaques les plus massives depuis le début de la guerre. Car les chiffres annoncés sont vertigineux. Plus de 550 drones ukrainiens auraient survolé l'espace aérien russe cette nuit, avec Moscou comme cible principale. Une partie a été interceptée par la défense antiaérienne. Mais une partie a percé. Et ce qui a été touché n'est pas anodin. Une raffinerie stratégique frappée pour la 2e fois en 3 jours. 2 fois la même cible en moins de 72 heures. Ce n'est plus un accident, c'est un message. Et ce message, il ne s'adresse pas qu'au Kremlin. Il s'adresse directement à la population russe. L'idée derrière cette stratégie est simple et redoutable. Faire comprendre aux Russes ordinaires que la guerre n'est plus une opération lointaine, une abstraction qu'on regarde à la télévision. La guerre est désormais chez eux, dans leur ville, dans leur quotidien. Ce matin, tous les aéroports de Moscou étaient à l'arrêt. Plus aucun avion ne décollait par crainte d'une nouvelle vague de drones. Des voyageurs se retrouvaient bloqués, refoulés au contrôle, sans aucune explication claire. Pour comprendre la portée symbolique de ce qui s'est passé, il faut remonter dans l'histoire. Quand Moscou brûle, pour un Russe, ce n'est jamais juste un incendie. C'est une cicatrice collective qui s'ouvre à nouveau. En 1812, c'est Napoléon qui entre dans la capitale russe, victorieux, après une campagne fulgurante. Mais les Russes, eux-mêmes, mettent le feu à leur ville plutôt que de la laisser à l'envahisseur. Et la suite, tout le monde la connaît. La retraite de la Grande Armée dans le froid, la débâcle et la contre-offensive russe qui ne s'arrêtera qu'aux portes de Paris. Près de 130 ans plus tard, c'est un autre scénario qui se joue, presque identique dans sa logique. L'hiver 1941. La Wehrmacht d'Adolf Hitler avance vers Moscou, semble inarrêtable. Elle arrive à 17 km seulement de la limite administrative de la capitale. 17 km. Les habitants creusent des tranchées, posent des barrières anti-chars dans les rues, et là encore, l'histoire bascule. L'armée allemande est repoussée et la contre-attaque soviétique ne connaîtra qu'un seul terminus, Berlin, 4 ans plus tard. Alors quand des images de Moscou en flammes circulent aujourd'hui, ce n'est jamais neutre pour la mémoire collective russe. C'est une faille qui s'ouvre dans un récit national construit sur l'idée d'invincibilité, sur l'idée que la capitale ne tombe jamais, que c'est toujours l'ennemi qui finit par reculer. Sauf que cette fois, l'ennemi ne recule pas. Il frappe, recule, puis recule encore, et frappe à nouveau, plus loin, plus fort, plus souvent. Et le timing de cette attaque n'est pas anodin non plus.
La veille, le président ukrainien Volodymyr Zelensky participait au sommet du G7, puis se rendait à Bruxelles pour rencontrer le commandement de l'OTAN. Une photo a particulièrement attiré l'attention, un moment de discussion rapproché entre Zelensky et Donald Trump en marge d'une rencontre internationale. 25 minutes d'échange dans un agenda pourtant extrêmement chargé pour le président américain. Le lendemain matin, Moscou brûlait. Coïncidence ? Beaucoup en doutent. Certains analystes estiment que cette séquence diplomatique a précédé un feu vert tacite ou au minimum une forme de réassurance sur la reprise de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. D'autres préfèrent en rester prudents, rappelant que Donald Trump a expressément indiqué vouloir réserver sa position jusqu'à son retour aux États-Unis. Ne pas dire non n'est pas dire oui. Mais dans la diplomatie internationale, le silence calculé en dit parfois plus long qu'un discours. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'Ukraine a changé de visage depuis le début du conflit. Ce pays, qui en février 2022 semblait submergé, est devenu en 3 ans l'un des plus grands fabricants de drones au monde. Des dizaines d'usines, des milliers de travailleurs, une chaîne de production qui tourne à plein régime. Et le résultat se voit. Des frappes de plus en plus profondes, de plus en plus précises, de plus en plus fréquentes sur le territoire russe. Du côté ukrainien, la communication est limpide. Le président Zelensky a justifié cette frappe comme une réponse légitime aux attaques russes contre les villes et les infrastructures ukrainiennes. Une réponse contre, selon ses mots, les installations qui alimentent la machine de guerre russe. Mais il a aussi tenu des propos d'une dureté inédite en s'adressant directement à la population russe. Il a affirmé que de plus en plus de citoyens russes commencent à comprendre qu'un seul homme mène cette guerre, tandis que ce sont eux, les gens ordinaires, qui en paient le prix. Et il a ajouté une phrase qui sonne presque comme un avertissement glaçant. Si l'Ukraine brûle, Moscou brûlera aussi. Des mots d'une violence symbolique rare. Car jusqu'ici, malgré l'intensification des frappes, une ligne rouge semblait ne jamais être franchie, viser directement les centres de décision, les lieux de pouvoir. Cette ligne tient encore, officiellement. Mais elle n'a jamais paru aussi fragile qu'aujourd'hui, et c'est peut-être là que se trouve la vraie question, celle qui hante désormais tous les observateurs de ce conflit. Jusqu'où Vladimir Poutine est-il prêt à aller en réponse à cette humiliation ? Parce qu'il s'agit bien de cela. Une humiliation. Le président russe, qui aime se présenter comme l'homme fort, intraitable, qui contrôle chaque variable de cette guerre, se retrouve aujourd'hui à devoir gérer en silence des images que le monde entier regarde, alors même qu'il accueille des dirigeants étrangers sur son propre sol. Dans les prochaines heures, dans les prochains jours, une chose semble inévitable, selon plusieurs experts. Une réplique russe. Et l'histoire récente du conflit montre que ces ripostes prennent presque toujours la forme de salves massives de missiles balistiques sur les grandes villes ukrainiennes. Une logique implacable s'est installée depuis le début de la guerre. À chaque humiliation, une vengeance. À chaque coup d'éclat ukrainien, une démonstration de force russe. Mais cette fois, le contexte est différent. Cette fois, Poutine doit répondre non seulement à l'Ukraine, mais aussi à sa propre opinion publique, qui voit pour la première fois aussi clairement que la guerre qu'on lui présentait comme lointaine et maîtrisée frappe désormais au cœur même du pouvoir. Et c'est peut-être cela, plus que les flammes elles-mêmes, qui constituent la véritable fracture de cette nuit du 19 juin. Il faut aussi mesurer un autre aspect de cette nuit, souvent négligé dans l'émotion des images. Le coût réel de cette stratégie de drone comparé à celui des pertes humaines russes. Selon plusieurs analyses publiées récemment, le coût de fabrication d'un drone capable de neutraliser un soldat russe se situerait autour de 900 €. En face, la perte d'un soldat russe représenterait, en formation, équipement et compensation aux familles, plus de 2,5 millions d'euros. Un écart vertigineux qui change littéralement l'équation économique de cette guerre. Et selon ces mêmes sources, l'Ukraine viserait désormais à faire passer ce rythme de perte infligé d'environ 300 soldats russes par mois à près de 1500. Une accélération qui, si elle se confirme, pourrait peser bien plus lourd sur le moral du Kremlin que n'importe quelle image de raffinerie en flammes. Ce qui s'annonce maintenant pourrait redéfinir l'équilibre fragile de cette guerre. Et dans la prochaine partie, nous allons plonger encore plus profondément dans les coulisses de cette attaque. Comment les Ukrainiens ont réussi à percer un système de défense aérienne pourtant considéré comme l'un des plus sophistiqués au monde, ce que cela révèle sur l'état réel des forces russes, et surtout ce que pourrait être la réponse de Vladimir Poutine, une réponse que certains analystes redoutent déjà comme la plus dangereuse depuis le début du conflit. 20 juin 20h09. Olavissib. Comment est-il possible qu'un système de défense aérienne, présenté pendant des années comme l'un des plus redoutables au monde, n'ait pas réussi à empêcher des centaines de drones d'atteindre la capitale d'un pays en guerre ? C'est la question qui obsède désormais les états-majors, et la réponse commence à se dessiner, et elle est embarrassante pour Moscou. Pendant longtemps, la stratégie russe pour protéger sa capitale reposait sur un brouillage électronique massif. Le réseau GPS y est rendu pratiquement inutilisable depuis des mois, parfois depuis des années, justement pour désorienter les drones ennemis.
Pendant longtemps, cette méthode a fonctionné. Mais quelque chose a changé récemment. Les Ukrainiens semblent avoir trouvé une faille, ou plus précisément, ils semblent avoir développé une nouvelle génération de drones capables de naviguer même dans un environnement brouillé, en s'appuyant sur d'autres systèmes de guidage, moins dépendants du signal satellite. Et le résultat est sans appel. Ce qui n'était plus arrivé depuis des mois devient soudain régulier. La même raffinerie a été touchée 2 fois en 3 jours. Saint-Pétersbourg, la ville natale de Vladimir Poutine lui-même, a également été visée récemment par plusieurs drones. Le symbole est cruel. Même le berceau personnel du président russe n'est plus à l'abri. Cette accumulation de frappes a des conséquences très concrètes sur la vie quotidienne russe, des conséquences que le pouvoir aimerait éviter de rendre visibles. Le 12 juin dernier, un grand concert devait se tenir sur la place Rouge pour célébrer la fête nationale. Il a été déplacé en dernière minute à l'intérieur d'une salle fermée. Le 9 mai, lors du défilé militaire le plus symbolique du calendrier russe, les véhicules blindés n'ont pas roulé sur la place Rouge, une première depuis 20 ans. 20 ans sans interruption. Et voilà que la prudence impose un changement de protocole en plein cœur de la célébration la plus martiale du pays. Ces décisions, prises discrètement, en disent long. Elles trahissent une nervosité que le discours officiel s'efforce pourtant de masquer. Sur les chaînes de télévision russes, ces attaques sont systématiquement qualifiées d'actes terroristes, jamais présentés comme des conséquences d'une guerre qui s'éternise. Le vocabulaire est choisi avec soin pour éviter toute reconnaissance d'un basculement stratégique. Mais sur les réseaux sociaux, sur les chaînes Telegram que des millions de Russes consultent chaque jour, les images circulent sans filtre. Et elles racontent une autre histoire. Dans l'hypercentre de Moscou, certains témoins affirment que la vie continue presque normalement, que les habitants vaquent à leurs occupations sans paraître bouleversés. Mais en périphérie, dans les quartiers est et ouest de la capitale, la réalité est différente. Des habitants racontent être réveillés en pleine nuit par des explosions, voir des colonnes de fumée monter au loin, sentir que la guerre, autrefois lointaine, s'est installée à quelques kilomètres de chez eux. Cette dualité entre un centre encore préservé et une périphérie de plus en plus exposée pourrait devenir l'un des facteurs les plus déstabilisants pour la cohésion sociale russe dans les mois à venir. Et c'est précisément ce calcul que semble faire Kiev. Frapper suffisamment loin pour atteindre la capitale, mais pas encore assez frontalement pour provoquer une réponse nucléaire ou une escalade totale. Un équilibre extrêmement délicat, une ligne que les stratèges ukrainiens semblent vouloir repousser progressivement, centimètre par centimètre, depuis le début du conflit. En 2022, les frappes se limitaient à quelques kilomètres à l'intérieur du territoire russe, puis 50 kilomètres, puis 100. Et à chaque étape, la même question revenait. La ligne rouge est-elle franchie ? Et chaque fois, la réponse russe attendue, redoutée, n'arrivait pas avec l'ampleur catastrophique que beaucoup anticipaient. Alors aujourd'hui, alors que des drones frappent directement la capitale, certains se demandent si cette ligne rouge n'a jamais réellement existé ou si elle a simplement été repoussée tellement de fois qu'elle a fini par devenir invisible. Et c'est là que réside le vrai danger de cette situation. Un président russe qui doit, à un moment ou un autre, démontrer qu'une limite existe encore, sous peine de perdre toute crédibilité, à l'intérieur comme à l'extérieur de son pays. Les experts militaires sont unanimes sur un point, une réponse russe est désormais quasiment certaine. La question n'est plus de savoir si elle viendra, mais sous quelle forme et avec quelle intensité. L'histoire récente de ce conflit a montré un schéma répétitif. Chaque coup d'éclat ukrainien d'ampleur a été suivi, dans les heures ou les jours suivants, par une salve de représailles. Lorsque le pont stratégique reliant la Russie à la Crimée avait été endommagé, la réponse avait pris la forme d'un déluge de missiles sur plusieurs villes ukrainiennes en une seule nuit. Le schéma pourrait se répéter, en plus violent encore, tant l'humiliation de cette nuit semble difficile à digérer pour le Kremlin. Mais au-delà de la riposte militaire attendue, c'est une autre bataille qui se joue en ce moment, beaucoup plus silencieuse, mais peut-être tout aussi déterminante. La bataille de l'image. Vladimir Poutine, qui s'est construit pendant plus de 20 ans une image d'homme fort, intraitable, maître absolu de son territoire, doit désormais composer avec des images qui le montrent, presque malgré lui, en position de vulnérabilité. Et dans un monde où la perception compte parfois autant que la réalité du terrain, ce basculement symbolique pourrait avoir des conséquences profondes, bien au-delà du strict champ militaire. Du côté américain, l'attitude reste pour l'instant prudente, mais les signaux s'accumulent. Une reprise de l'aide militaire semble se dessiner, même si rien n'a encore été officiellement confirmé. Et la diplomatie internationale retient son souffle, consciente que chaque déclaration, chaque rencontre, chaque silence peut désormais faire basculer l'équilibre fragile de ce conflit. Une chose est certaine. Cette nuit du 19 juin restera un tournant. Pas seulement parce que des drones ont frappé Moscou, mais parce que pour la première fois depuis le début de cette guerre, l'idée même d'une capitale russe invulnérable a définitivement volé en éclats. Et dans une guerre où les symboles pèsent parfois plus lourd que les armes elles-mêmes, cette fracture pourrait s'avérer bien plus durable que n'importe quel incendie de raffinerie.
Il faut aussi regarder l'aspect industriel de cette transformation, car il explique en grande partie pourquoi ces frappes deviennent plus fréquentes et plus précises. En 3 ans, l'Ukraine est passée d'un pays dépendant presque entièrement de ses alliés occidentaux pour son armement, à une nation capable de produire massivement ses propres systèmes d'attaque. Des dizaines d'usines fonctionnent désormais à plein régime, employant plusieurs milliers de personnes, dans une logique de production presque comparable à celle d'un effort de guerre du XXe siècle. Cette autonomie industrielle change profondément la donne stratégique, car elle libère l'Ukraine d'une dépendance totale aux livraisons extérieures, souvent ralenties par des débats politiques à Washington ou dans les capitales européennes. Et cette montée en puissance industrielle s'accompagne d'une évolution technologique rapide. Les premiers drones utilisés en début de conflit étaient relativement rudimentaires, à courte portée, facilement repérables. Aujourd'hui, certains modèles peuvent parcourir des centaines de kilomètres, voler à basse altitude pour échapper aux radars et frapper avec une précision qui aurait semblé impensable il y a encore 2 ans. Cette accélération technologique inquiète particulièrement les analystes militaires occidentaux qui y voient un laboratoire à ciel ouvert pour la guerre de demain. Une guerre où la quantité et le coût des armements pourraient progressivement remplacer la puissance brute des arsenaux traditionnels. Du côté russe, cette nouvelle donne oblige à repenser la doctrine de défense aérienne, conçue pour repousser des bombardiers ou des missiles balistiques, mais mal adaptés à des essaims de petits engins peu coûteux. Les industriels de l'armement le reconnaissent désormais ouvertement. Plus l'espace à protéger est vaste, plus il devient difficile d'intercepter chaque appareil, surtout par centaines en une seule nuit. Reste une question, celle que tout le monde se pose désormais à Kiev comme à Moscou, à Washington comme à Bruxelles. Jusqu'où cette escalade peut-elle aller avant qu'un point de non-retour ne soit franchi ? L'histoire de cette guerre nous a appris une chose. Chaque fois qu'on a cru atteindre une limite infranchissable, elle a fini par être dépassée. Et personne aujourd'hui ne peut garantir que cette nuit de flammes sur Moscou ne sera pas, elle aussi, dépassée par ce qui va suivre.